Eh bien, bienvenue à cet atelier sur décarboner l'industrie et réduire les factures énergétiques cet après-midi. Donc, je suis Aude Richard, je suis journaliste spécialisée en énergie et je vais animer cet atelier qui est vraiment important parce qu'aujourd'hui, pour atteindre la neutralité carbone, les entreprises et les industries pèsent à peu près 18% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, elles sont vraiment appelées à réduire leurs émissions pour 2030 et 2050. Et cette contrainte présente, on peut le voir comme une contrainte en tout cas, mais aussi on peut le voir comme un atout pour ces entreprises de moderniser leur processus et justement de baisser leur facture énergétique. Alors au cours de cet atelier, nous allons voir qu'il est possible de le faire. Nous avons la preuve qu'il est possible de décarboner, y compris des gros sites industriels. Et puis, on va voir aussi les solutions que certains industriels apportent. Et donc, pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir Thierry Desmarais. Vous êtes président de Sirius Solar Industries. Bonjour. Guillaume Dejean, vous êtes directeur technique d'Ecotech Ceram. Voilà. Bernard, il est là-bas, pardon. Bernard Poc, donc vous êtes chef de projet chez Terreal, donc l'industriel, justement. À côté, Sean Koch, vous êtes chargé de projet à l'ADEME. Oui, bonjour. Bonjour. Et Guillaume Bello, vous êtes référent transition énergétique, nucléaire, chimie, décarbonation de l'industrie en tout cas, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi et du travail et des solidarités, donc la DRETS, plus rapidement. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'aime bien savoir aussi qui y a dans la salle. Alors on va commencer par un petit sondage très simple, vous levez la main. Alors, est-ce que vous êtes des industriels? Très bien. Il y a quand même quelques industriels concernés. Des bureaux d'études, peut-être? Ok. Des apporteurs de solutions pour les industriels? Ouais, ok. Et des étudiants? Eh bien, ils sont en force, les étudiants. Bienvenue aux étudiants. Merci de venir. Donc voilà, on est ensemble jusqu'à 15h15 à peu près, 15h30. On va d'abord faire les présentations et puis on gardera un quart d'heure, 20 minutes pour les questions à la fin. Alors pour commencer, nous allons tenter de comprendre comment ménager, j'allais dire, les deux termes du gouvernement. D'un côté, réindustrialiser, de l'autre, décarboner l'industrie. Alors comment on fait? On va voir ça avec Guillaume Bello. Donc vous êtes adjoint au chef du service économique à la DRETS, pardon, et aussi Sean Koch en tant que... Alors votre titre exact, c'est coordinateur régional décarbonation industrie à l'ADEME. Hein. Exactement. Bon, parfait. Donc pourquoi est-ce que c'est si important que les entreprises et l'industrie réduisent leurs émissions de carbone et leurs factures énergétiques? Alors, vous l'avez dit, l'industrie aujourd'hui, c'est un petit 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est à peu près un tout petit peu moins de 80 millions de tonnes de CO2 ou de gaz à effet de serre en 2019. Mais c'est aussi un secteur qui est 20%, c'est à peu près l'équivalent du bâtiment ou de l'agriculture. Hein. Donc on parle beaucoup de ces secteurs-là, mais l'industrie, c'est 20%, c'est à peu près la même chose en répartition. Et c'est aussi un secteur qui a montré, par l'histoire, et je vais le dire un peu plus tard, qu'il était capable de se saisir rapidement des innovations technologiques et qu'il était capable d'évoluer rapidement vers l'avenir. Et donc c'est un sujet c'est un secteur qui pour nous est un secteur qui peut être école et qui est très important pour la stratégie de décarbonation de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau français. Donc c'est évidemment pour répondre à l'enjeu climatique. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Tout le monde est bien informé là-dessus. Mais c'est aussi pour nous un sujet un sujet économique. C'est un enjeu de souveraineté. C'est un enjeu de souveraineté énergétique. Aujourd'hui, je vais pas aller sur les chiffres parce que je risque de m'y perdre. Mais il y a une bonne partie des émissions qui sont liées à des phénomènes de chaleur, donc qui sont liées à de la combustion d'énergie fossile. Bon, il n'y en a pas en France, donc on dépend et l'histoire récente a montré que ça posait des problèmes. Donc on dépend beaucoup aujourd'hui de l'étranger pour toutes ces énergies fossiles, et l'idée c'est de gagner en souveraineté. C'est aussi
au-delà de l'enjeu climatique, de gagner en souveraineté pour réduire notre dépendance à ces pays tiers. C'est aussi un enjeu de souveraineté industrielle, puisque dans notre optique, dans l'optique de l'État, on veut décarboner l'industrie, on veut que l'industrie se décarbone, et on aimerait beaucoup que l'industrie se décarbone avec des solutions françaises. Et donc on souhaite, et dans l'optique de réindustrialisation dont vous parlez tout à l'heure, on souhaite qu'il y ait de plus en plus d'offreurs de solutions français, et on souhaite promouvoir, aider les offreurs de solutions françaises à se développer pour accéder au marché français et aux marchés internationaux. On veut que nos acteurs français de la décarbonation, nos offreurs de solutions, interviennent partout dans le monde. Donc ça, c'est les enjeux de souveraineté et les enjeux de compétitivité aussi d'ailleurs. Compétitivité, je reviens dessus, compétitivité prix. L'énergie a augmenté de 116%. Pardon, excusez-moi, pas l'énergie. Les dépenses énergétiques des industries ont augmenté de 116% en 2 ans. Alors que la consommation a baissé, à peu près 5%, et que la production est restée à peu près équivalente. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet de prix. Les prix sont très volatiles, hein, ils font comme ça. Hein. Mais bon, ça va pas aller à la baisse. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de décarboner notre industrie et d'offrir des solutions françaises au marché de la décarbonation de l'industrie. Alors on comprend bien les enjeux, mais concrètement, comment un industriel peut décarboner? Peut se décarboner? Il y a trois axes essentiels. D'abord, économiser l'énergie. C'est la sobriété. C'est ne pas consommer ce dont on n'a pas besoin. On est à isoproduction, il n'y a rien qui change. Hein. Mais c'est arrêter une machine quand elle ne tourne pas. C'est débrancher une machine quand elle ne tourne pas. C'est ce genre de choses. C'est des choses toutes bêtes, mais qui font gagner. Elles font vraiment gagner. Ensuite, c'est l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, on est à isoproduction, on produit la même chose, mais on consomme moins. En réglant mieux la vitesse des moteurs, en faisant tout un tas de réglages, en récupérant de la chaleur fatale, en faisant tout ce... Chaleur fatale, ça parle à tout le monde, mais sinon vous me poserez des questions après. Et vous aurez des présentations d'ailleurs sur ce sujet. Et ensuite, une fois qu'on a réduit les consommations, c'est substituer les intrants fossiles par d'autres vecteurs énergétiques, par de l'électricité. On parle beaucoup d'électrification des procédés. Enfin, on va vers une électrification des procédés, donc remplacer des fours à gaz par des fours électriques, quand c'est possible, évidemment. On va vers l'hydrogène bas carbone aussi. On va vers les ENR thermiques, la biomasse, le solaire thermique, on en parlera. Les combustibles solides de récupération, CSR dans la diapo. Voilà, c'est essayer de substituer tout ce qui peut être... tout ce qui peut émettre des gaz à effet de serre par d'autres énergies moins émettrices. Et puis, il y aura un talon dans des cas où les émissions sont très importantes, il y aura un talon. Et pour ça, il y aura la dernière brique qui est la capture et le stockage des émissions résiduelles. On a bien compris les 3 piliers de la transition. Sobriété, économie, efficacité et après remplacement par une énergie renouvelable. Bon, alors ça semble très simple, mais concrètement, comment elles font les entreprises? Comment ça se passe en vrai? Alors, quel dispositif il y a pour les aider, par exemple? Ouais, en vrai, d'abord, avant de passer au dispositif que je laisserai présentation, je voudrais dire que c'est possible. Ça a l'air compliqué ce que je viens de dire, mais c'est possible. Ça fait, en 30 ans, on a réduit les émissions industrielles, on réduit de... Là, j'ai ma note. 45% en 30 ans. C'est bien, c'est 58% de la réduction des émissions françaises. L'année dernière, en 2022, 29% des entreprises industrielles de plus de 20 salariés ont engagé des dépenses pour réduire leur consommation d'énergie. Nous, côté État, on a travaillé avec les 50 plus gros émetteurs industriels et avec les 4 filières les plus émettrices de gaz à effet de serre, matériaux de construction, métallurgie, chimie, industrie agroalimentaire, et on a réussi à construire des feuilles de route à 2030 et 2050, mais dont on sait qu'à 2030, il est possible d'atteindre une réduction de moins 45% à 2030. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Ça implique des choses assez... là, je vais vous donner des chiffres aussi, mais ils sont assez révélateurs. Pour 2030, c'est 50 à 70 milliards d'euros de CAPEX et d'OPEX pour les entreprises. C'est 30 TWh d'électricité bas carbone en plus. C'est 10 TWh de biomasse en plus. C'est 460 000 tonnes d'hydrogène bas carbone.
c'est 4 à 8 millions de tonnes de CO2 à capter et à stocker. On dit comme ça, c'est beaucoup. C'est énorme. Et si on va à 2050, vu le rythme et vu l'importance des choses, c'est une nouvelle révolution industrielle qu'on prépare. Ouais. Et donc je vais céder la parole à Sean qui aura des choses à nous dire. Donc côté ADEME, donc nous concrètement, on vous accompagne, on accompagne les sites industriels pour se décarboner. Alors l'objectif de l'ADEME, il n'y a pas que l'ADEME, il y a aussi la région, il y a les certificats d'économie d'énergie, BPI France, il y a d'autres acteurs, il y a tout un écosystème. L'idée c'est d'apporter des subventions ou des aides sur la partie financement également pour diminuer la note, c'est-à-dire que la transition devient aider à faire que les entreprises puissent se transformer. Donc je vais pas détailler tous les dispositifs de l'ADEME, c'est vraiment pas le but. Comme ça a été dit par Guillaume, on a 3 étapes principales pour décarboner son site. La première, côté de ses consommations, ça paraît logique, mais souvent on a tendance à foncer un peu tête basse sans bien maîtriser ses consommations énergétiques. La deuxième, c'est le volet efficacité énergétique et à faire dans cet ordre parce que pareil, on a tendance souvent à foncer vers du solaire photovoltaïque et quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'on peut diminuer de 20-30% sa consommation. Donc c'est dommage de le faire dans le mauvais ordre. Et le troisième, d'aller substituer les énergies bas carbone restantes par des énergies renouvelables qui représenteront sans doute le gros des émissions, le gros de la décarbonation. Donc très rapidement, les dispositifs, si on doit choisir un dispositif à mettre en face de chaque étape, sur l'étape numéro 1, on a un nouveau dispositif Pacte Industrie qui vient d'être lancé, qui vient à la suite, une fois que vous avez déjà réalisé un audit énergétique volontaire ou obligatoire ou un diag de BPI France, pour vous accompagner sur un volet formation pour monter en compétences. Puis il n'y a pas que le sujet du financement, il y a aussi le volet de monter en compétences, dégager du temps à l'intérieur des entreprises pour pouvoir mener ces transformations. Et un volet accompagnement qui va être pour définir sa stratégie bas carbone. Voilà, réfléchir, pas faire des actions un peu ponctuelles à droite à gauche, mais d'avoir une vraie stratégie à 2030, 2050 pour étaler les financements et le faire de la manière la plus logique et cohérente possible. Sur la partie efficacité énergétique, on a un dispositif qui vient couvrir les actions sur, on aura des exemples très concrets juste après avec Tereal, mais on vient accompagner des projets donc de récupération de chaleur fatale, on ne va pas revenir dessus. On a un appel à projet Décarb 1 pour les projets supérieurs à 3 millions d'euros et on espère avoir un dispositif équivalent courant 2024. Parce que 3 millions d'euros, forcément, c'est une porte d'entrée assez élevée. Pour les plus petits projets, alors c'est très relatif, bien sûr, mais pour les projets inférieurs à 3 millions d'euros. Et pour terminer, donc sur la chaleur bas carbone, qui reste le cœur de l'ADEME, tout ce qui est chaudière bois, géothermie, solaire thermique, raccordement à réseau de chaleur, méthanisation. Je ne rentre pas dans les détails, il y a des conditions et des modalités un peu selon chaque cas, mais on peut vous accompagner, je dirais, sur quasiment tous vos projets de chaleur bas carbone. Oui, on voit qu'il y a pas mal de dispositifs de financement derrière, parce qu'en effet, c'est quand même une énorme enveloppe pour les industriels en général, mais donc il y a des subventions de l'ADEME en tout cas. On va voir que c'est possible de décarboner. Donc avec vous, Bernard Poc, vous êtes chef de projet à Tereal. Donc Tereal, c'est un industriel leader des tuiles en terre cuite. Oui, tout à fait. Nous fabriquons des matériaux de construction en terre cuite, des tuiles et des briques. Ouais. Et donc vous êtes responsable de la feuille de route décarbonation avec deux autres collègues, et vous êtes fixé un objectif de moins 30% des gaz à effet de serre en 2030. Oui, par rapport à 2015. Très bien. Alors comment vous avez fait pour faire votre feuille de route, sachant que vous avez quand même 16 sites industriels et quelques 1500 employés? Oui, alors en 2015-2016, on a vraiment commencé à travailler sur le sujet. On a d'abord fait des audits énergétiques, on a nommé un directeur de l'énergie et on a fait travailler chaque site sur des actions et des projets à mener, comme vous l'avez dit, M. Bello, d'abord des actions d'efficacité énergétique, ne pas jeter de l'énergie par les fenêtres, et à structurer différents projets, notamment des investissements pour décarboner. On arrivait à 400 actions et à peu près 150 projets identifiés sur l'ensemble de nos 16 sites industriels. On a également... Ça a pris combien de temps, tout ça ? Alors là, je remonte à 2016 et jusqu'à 2022-2023, on a vraiment structuré notre feuille de route à la base de ces projets qui émanaient des sites.
On a également certifié l'ensemble de nos sites industriels à la norme ISO 50001 qui certifie notre management de l'énergie. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que vous avez pu mettre des indicateurs en fait sur vos consommations, ce qu'on disait tout à l'heure, évaluer où on en est. Alors on a fait mieux que des indicateurs, on s'est également doté d'un système de supervision de l'énergie. Ça nous permet d'avoir un monitoring en temps réel de l'ensemble de nos 16 sites industriels sur tous nos équipements qui consomment de l'énergie, mais également sur tous les flux que l'on peut avoir d'échange de chaleur, notamment entre nos fours et nos séchoirs, à titre d'exemple. Voilà. Donc parmi les actions, on retrouve les 3 piliers, sobriété, efficacité, énergie renouvelable, c'est ça? Tout à fait. Il n'y a rien de plus à inventer, je pense. Il y aura forcément le 4e pilier que vous avez nommé un jour, qui sera la captation et le stockage, mais ça, on n'y compte pas pour 2030. Vous êtes fait accompagner pour faire cette feuille de route? Alors, au tout début, effectivement, les audits énergétiques, on s'est fait accompagner par des bureaux d'études, et maintenant nos sites sont certifiés. On a également formé beaucoup de collaborateurs au management de l'énergie, et on est autonome maintenant pour faire des audits, des bilans thermiques, des bilans aéroliques de chacun de nos sites. Donc une montée en compétences des salariés aussi, quoi. C'est très important. Et je pense que plus on va avancer, plus on aura besoin de nouvelles compétences et de nouvelles formations, parce que ça devient de plus en plus précis et de plus en plus pointu. Et alors, en Saône-et-Loire, sur votre site, un de vos sites de Chagny, parce que je crois qu'il y a 2 sites à Chagny, vous avez installé un échangeur thermique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer techniquement ce que c'est et surtout le résultat que ça vous a apporté? Alors, d'abord, il faut comprendre que sur cette usine de Saône-et-Loire, comme dans toutes nos usines, on a un four, on a un séchoir, on a également un broyeur pour broyer nos matériaux entrants qui consomment de l'énergie. Nos fours, ils cuisent à 1000 degrés et on a des fumées qui s'échappent de ces fours qui sont déjà très basses. On parle de 180-200 degrés. Mais 180-200 degrés, avec les volumes qui sont émis, ça représente quand même une quantité d'énergie qui est considérable. Donc on a pris beaucoup de temps pour trouver un échangeur qui nous permettrait de descendre ces fumées qui sont à 180-200 degrés à moins de 80 degrés, c'est-à-dire dans des conditions où on commence à avoir des condensations acides. Et donc on a mis au point un échangeur avec des tubes de verre revêtus de téflon qui nous permettent d'atteindre ces performances. Voilà. Et au niveau économie d'énergie, ça représente quoi? Donc c'est la chaleur fatale, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors ça représente, ce sera certainement plus parlant en tonnes de CO2 évitées par an. On parle de 1600 tonnes de CO2 qui ne sont pas renvoyées à l'atmosphère chaque année du fait de cette récupération de la chaleur fatale de notre four qui sert à alimenter notre broyeur. Et est-ce qu'il y aura d'autres comment ça s'appelle, d'autres opérations comme celle-ci sur vos 16 sites? Alors c'est vraiment un point clé. Nous, on a vraiment structuré notre feuille de route pour aller jusqu'en 2030 en partant de l'idée de faire une installation pionnière sur un site et d'avoir des capacités de déploiement. Donc cette installation qui a vu le jour en 2021, en 2023-2024, on en construit 2 autres, dont une en région Occitanie, et jusqu'en 2030, on va en construire 3 autres. Donc on aura fait 6 fois la même opération à minima. Ouais. Et en tout, alors combien d'émissions de gaz à effet de serre réduites? Alors, pour aller jusqu'en 2030, nous on émettait en 2015 190 000 tonnes par an, et donc au total des 16 sites, et donc on va baisser de 30%, soit, je n'arrive pas à calculer de tête. Mais vous allez atteindre votre objectif, en tout cas, grâce notamment aux échangeurs thermiques. C'est une des pièces. Grâce aux échangeurs thermiques, mais on a d'autres briques technologiques qui sont en cours d'installation pionnière. Cette année est très importante, 2023-2024. On va avoir notre première installation champ solaire thermique pour pouvoir alimenter un séchoir. On va avoir notre première installation de pompe à chaleur pour pouvoir capter la chaleur latente des buées de nos séchages et les remettre dans notre séchoir. Et toutes ces briques-là, elles ont vraiment vocation d'être déployées sur beaucoup de sites. Oui, parce qu'on comprenne bien, en fait, vous n'êtes pas juste dit je décarbone, vous avez inventé, vous avez créé des outils pour le faire. Alors, à chaque fois, il y a un peu d'innovation technologique.
n'invente pas tout, hein. Il y a des solutions sur le marché, mais il faut les adapter à notre industrie. Il y a également une ingénierie financière pour que ces installations voient le jour. Il faut qu'elles rentrent dans des critères de rentabilité, et c'est là qu'on se tourne vers les régions, vers l'ADEME, vers d'autres partenaires qui nous fournissent des certificats d'économie d'énergie pour pouvoir compléter le financement. Par exemple, sur le site de Chagny, votre échangeur thermique, il vous a coûté combien? Alors, il nous a coûté à peu près 1,9 million, et dans ces 1,9 million, il y a 10% qui ont été subventionnés par la région Bourgogne-Franche-Comté, 35% par l'ADEME, et 30% qui vont venir des certificats d'économie d'énergie. Oui. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout cet apport, vous allez dire qu'est-ce qu'a payé Terreal. À la fin, il reste 25-30% pour Terreal. Par contre, le temps de retour sur investissement pour nous, il est pas commun à l'industrie, hein, puisque d'habitude on parle de 3 ans. Là, on a un temps de retour qui est de l'ordre de 5 ans malgré toutes ces aides. Hein. Donc pour qu'un projet comme ça voit le jour et qu'il ait force de déploiement sur d'autres sites, il faut vraiment qu'il y ait une ingénierie financière qui se mette en route pour pouvoir financer ces projets. Et d'accepter que ce soit un peu plus long terme que les 3 ans habituels sur les TRI, sur les retours sur investissement. Très important. D'accord, très bien. Et juste le coût global de votre feuille de route, donc de la transition que vous allez faire, vous l'avez chiffré? Ah oui, bien sûr, puisque nos projets sont chiffrés, quantifiés. On parle de un peu moins de 100 millions d'euros pour arriver jusqu'à notre objectif de 2030. Ouais. Et on a commencé, comme tout le monde, on commence par le dessert, par ce qui rapporte le plus et qui coûte le moins. Donc plus ça va aller, plus nos temps de retour vont être longs, et plus il faudra qu'on sollicite la force publique ou les aides privées comme le sont le C2E. Juste une petite question, Terreal, c'était une des 50 entreprises qui étaient accompagnées? Non, c'était en plus des 50 entreprises. Oui, nous on est une entreprise de taille intermédiaire en termes de taille, mais également on est une entreprise, on ne fait pas partie des plus mauvais ni des meilleurs de la classe. Ouais. En tout cas, vous avez une feuille de route qui est très explicite, très complète. Merci beaucoup. Alors, donc, on a parlé chaleur fatale, et selon l'ADEME, j'ai retenu un chiffre en tout cas, que 1/3 de la chaleur consommée est perdue, apparemment, tous les ans. Donc, la récupération de cette chaleur, c'est un enjeu primordial pour la décarbonation. Et donc, Guillaume Dejean, vous êtes directeur technique d'Ecotech Céram, alors qui est une start-up située à Balma, près de Toulouse, qui emploie à peu près une trentaine de personnes, qui a à peu près 10 ans. Et vous avez développé justement un concept assez révolutionnaire de stockage de chaleur avec de la céramique. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment ça fonctionne techniquement? Avec grand plaisir, oui, ça fonctionne bien en général. Alors désolé, c'était le slide de Terreal. Désolé. C'est une solution qui est complémentaire à la solution échangeur dont on vient de parler, et qui ressemble d'une certaine manière, puisque finalement c'est aussi un échangeur mais qui apporte la fonction en plus de stockage. Donc son rôle, c'est de transférer les calories d'un fluide à un autre, mais de faire ça, de déphaser dans le temps. Donc finalement il y a 2 étapes. Il y a une première partie où on va transférer les calories des fumées à la masse céramique. Donc on aspire les fumées et on les fait transiter dans le conteneur qui contient les céramiques. Là, c'est la phase de charge de notre stockage. Et quand l'industriel en a besoin, c'est-à-dire souvent quelques heures plus tard, là, on va faire l'inverse. On va prendre de l'air extérieur qu'on filtre s'il faut, et on va le faire passer dans l'autre sens dans notre stockage, et l'air va se réchauffer au contact des céramiques. Et donc, c'est un système finalement qui permet, à partir de fumée qui était perdu pour chauffer les petits oiseaux, de produire de l'air chaud, qui est propre, qui est sec, et qui a des températures jusqu'à 600 degrés. Vous l'avez déjà mis en œuvre? On l'a déjà mis en œuvre. Alors il y a une petite vidéo qui explique bien le fonctionnement sur notre site internet, mais on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Le but du jeu, c'est pas de rentrer trop dans le détail technique. Mais effectivement, le premier démonstrateur industriel, c'est chez Tegulis, une petite tuilerie qui est en Corrèze et qui utilise ce système depuis 2019. Voilà. Et on récupère la chaleur du four pour la restituer au séchoir un peu, sauf à la différence que là on est sur des systèmes intermittents, donc c'est des fours comme à la maison, on ouvre, on charge, on ferme et on fait la cuisson, donc ça n'arrête pas de monter et descendre en température, et ça perd encore plus de chaleur que les fours tunnels, puisque là c'est plus 50 à 60%
du gaz qu'on met dans le four qui se retrouve aux petits oiseaux. Donc, et au niveau performance, votre échangeur via la céramique, ça donne quoi? C'est des très bonnes performances, puisque bon, on a une capacité, un rendement propre de l'éco-stock en lui-même, de l'unité de stockage, pardon, l'éco-stock, qui dépasse les 90%, donc toute la chaleur qui a été récupérée est effectivement bien restituée au site. Voilà. D'accord, donc des économies d'émissions de gaz à effet de serre vraiment importantes, quoi. Oui, ouais, tout à fait. J'avais pris ces deux petites images, si vous permettez, très rapidement. Là, c'est la première déjà. La première, c'est pas la solution EcoStock, c'est une solution conventionnelle dont on vient de parler. Finalement, c'est une des forces d'Ecotech-Ceram, c'est d'être capable d'intégrer des solutions conventionnelles sur des systèmes industriels qui sont complexes. Parce qu'avant de faire de la récupération de chaleur fatale, il faut surtout ne pas perturber le four et la production, et je pense que Bernard Perc vous en diriez plus que moi. Donc voilà, c'est le premier enjeu. Ça, c'est un projet dont on pourra revenir dessus tout à l'heure, qui a été l'objet d'une présentation l'an dernier, puisque c'était le premier projet financé par la société de projet Fiteo. Voilà, et qui est en service donc depuis septembre chez Villeroy et Boch à Valence d'Agen, et qui permet d'économiser plus de 2300 MWh à l'année, c'est-à-dire à peu près 500 tonnes de CO2 économisées. Voilà. Et la salle d'après, ça c'est juste pour illustrer, donc on voit l'éco-stock, là, la cuve de stockage qui est sur la gauche de la photo. Là on est toujours chez Villeroy et Boch, mais cette fois-ci c'est un projet innovant, donc c'est aussi ça la compétence d'Ecotech-Ceram, de développer et installer des solutions innovantes toujours sur les mêmes systèmes industriels qui sont complexes. Et donc ça c'est un projet financé par l'Europe, et ça c'est un système qui permettra d'économiser à terme entre 15 et 20% de la consommation d'énergie du four. Voilà. Vraiment bien. Et puis en plus, vous citez différents industriels. On voit vraiment que la décarbonation, c'est possible, c'est en marche, si je peux dire. En tout cas, c'est effectif, quoi. Complètement. Très bien. Et un dernier mot, parce que vous avez aussi du Power to Heat. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est les noms, on aime bien parler anglais. C'est la conversion de l'électricité en chaleur. Voilà, c'est l'électrification. Pour nous, le Power to Heat, c'est la production d'air chaud, encore une fois propre et sec, à au moins 600 degrés, voire à 1000 degrés. On a des applications, et c'est finalement le système en rouge qu'on voit sur cette photo-là. Puisque cette photo montre le premier démonstrateur qui couple à la fois de la récupération de chaleur fatale. On est branché sur le même four que la précédente image, mais sur une autre cheminée à plus haute température. Donc on récupère cette chaleur, mais elle est inférieure aux besoins. Donc on vient renforcer ce gisement-là avec l'usage de l'électricité. Et donc par là même, on décarbone, donc on monte en puissance et en température. Et finalement, le stockage qui est sur la gauche nous permet de n'utiliser l'électricité que au moment où il faut. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de rendre compatible ce genre de système avec de la production photovoltaïque qui ne produira rien pendant la nuit, on le sait tous. Et comme l'usage final, c'est de faire de la chaleur, finalement, on va produire la chaleur pendant que l'électricité est disponible. On peut aussi réfléchir à des mécanismes réseau ou aider à la régulation finalement du réseau en consommant l'électricité quand elle est finalement excédentaire, qu'elle gêne finalement sur le réseau. Là, on peut apporter cette solution, on va la stocker pour, dans tous les cas, l'utiliser dans le process industriel plus tard. Donc ça, c'est ce qui est très intéressant dans le système Power to Heat, c'est que ça connecte finalement les usages industriels de la chaleur avec le réseau électrique, et ça fait des ponts entre ces deux vecteurs énergétiques qui sont très intéressants. Oui, vous êtes vraiment sur le système global en fait de l'entreprise, et en plus de ces innovations technologiques, vous avez fait aussi une innovation, enfin en tout cas vous proposez un montage financier de la chaleur clé en main pour les industriels, donc avec une filiale Ecotech-Ceram Invest. Oui, on l'appelle ETC Invest pour simplifier. Oui, parce que ça a déjà été abordé par les personnes avant moi. Sans financement, il faut le dire, sans subvention, la récupération de chaleur fatale, aujourd'hui, on ne ferait pas grand-chose quand même. Il y a les actions effectivement de sobriété et d'efficacité énergétique qui parfois coûtent moins cher, mais pas forcément plus facile à mettre en place parce que ça implique des changements de comportement. Donc c'est des fois plus simple d'installer un système qui coûte cher et de rien changer. Mais oui, sans financement, on ne ferait pas grand-chose. Donc le premier projet qui était présenté tout à l'heure, c'était financé par Fiteo. Fiteo, monté par une société de projet montée par Greenflex et la REC, avec des soutiens financiers de l'ADEME et de la région Occitanie.
Et là, pour l'industriel, donc il n'a pas acheté la solution, il met en place un leasing, donc il y a une espèce de location de cette solution, et ce qui facilite le passage à l'acte, puisqu'il n'a pas à sortir vraiment de sa poche ses fonds propres, qu'il peut garder pour ses investissements, qui sont souvent plus axés pour le développement de nouveaux produits ou son process industriel direct. ETC Invest, c'est un peu le même esprit, ça monte des sociétés de projet pour éviter l'investissement aux industriels. Et on a la première réalisation, c'est un chantier qui est encore en cours, c'est chez Wienerberger, leader mondial de la brique, avec 200 usines dans le monde, où on installe la solution EcoStock, là, donc les deux stockages. Et là, cette fois-ci, c'est pas du leasing, mais c'est de la vente de chaleur. Donc ETC Invest va se rémunérer en mettant en place un contrat de fourniture de chaleur avec le client. Donc lui, plutôt qu'investir et de payer un CAPEX, il se retrouve avec un nouveau contrat, un OPEX, et quelque chose qui est beaucoup plus facile à gérer dans sa trésorerie. Et vous arrivez à être en dessous des prix du marché de la chaleur ? C'est compétitif ? Tout à fait. Sinon, on ne serait pas là. Hein. On ne montrerait pas ces photos-là. Mais finalement, je dirais que c'est le montage financier. Alors, je ne parle pas des subventions, hein, sans lesquelles on ne verrait pas le jour. Mais le montage financier en convertissant un CAPEX en OPEX, ce n'est pas ce qui permet d'être rentable. C'est ce qui facilite l'acte de passage d'investissement, quoi. On entend bien. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, après la récupération de chaleur fatale, on va passer au solaire thermique maintenant et la production d'eau chaude avec vous, Thierry Desmarais. Donc, vous êtes président de Sirius Solar Industries. Vous êtes basé à l'ouest de Montpellier, si je ne me trompe pas. Et votre entreprise conçoit et fabrique des chauffe-eau et des capteurs solaires. C'est ça. Et depuis à peu près une dizaine d'années. Et vous, qu'est-ce que vous proposez aux industriels, par exemple, qui veulent décarboner ? Alors effectivement, Sirius est un peu le local de l'étape, hein, puisqu'on est installé à Montpellier, sur la métropole. La seule entreprise exposante dans l'Energaia en solaire thermique, parce qu'il y a essentiellement du photovoltaïque sinon. Il faut dire qu'en France, on n'est pas très nombreux à être restés dans cette industrie. On a d'ailleurs des projets de développement, j'en parlerai peut-être après. Ce qu'on propose donc aux industriels, effectivement, c'est des capteurs solaires thermique. Alors, il faut bien faire le distinguo. Dans le solaire, il y a deux composantes. Le photovoltaïque qu'on voit partout et dont on entend beaucoup parler, et le solaire thermique qu'on finit un peu par oublier, mais qui utilise la chaleur du coup du soleil et avec des rendements au mètre carré nettement supérieurs à ce qu'on peut avoir en photovoltaïque. Donc, nous, on a des rendements avec nos capteurs de l'ordre de 80%, c'est-à-dire 4 fois plus que ce que produit aujourd'hui le photovoltaïque. La grosse différence par contre, à l'inverse, c'est qu'on ne produit que de l'eau chaude. Alors de l'eau chaude sanitaire, avec des applications dans le résidentiel par exemple, ou dans l'hôtellerie, etc. Ou de l'eau chaude de chauffage, de l'eau chaude technique, qui peut être utilisée effectivement dans les process industriels. Alors on est dans des régimes de température de l'ordre de 50 à 90 degrés. Donc selon les industries, parce qu'il y a des industries qui utilisent de l'eau chaude mais à des températures nettement plus élevées, sous forme de vapeur. Donc selon les industries et notamment dans l'agroalimentaire, on peut répondre à des besoins très importants. Tout ce qui est l'élevage, donc les fermes laitières, les élevages de veaux, les abattoirs, transformation de la viande. Il y a toute une liste d'utilisations et d'industries tout à fait adaptées à ce qu'on peut proposer. Pas plus tard que la semaine dernière, le groupe Lactalis vient d'inaugurer une installation énorme de 15 000 m² de capteurs solaires pour couvrir des besoins dans leur process industriel, donc à Verdun, dans le nord de la France, comme quoi ça marche partout aussi. En utilisant d'ailleurs des capteurs qu'on ne produit pas aujourd'hui, donc c'est pas nous qui avons fourni ces capteurs, mais la tendance chez Sirius, ça va être ça. C'est que jusqu'à présent, on était plutôt dans une cible résidentielle, utilisation donc dans l'habitat et le petit tertiaire. Et plus ça va et plus on va se développer vers les applications professionnelles et industrielles. Et entre autres, on va développer un grand capteur qui est utilisé pour les grandes centrales au sol, du type donc celle de Verdun ou les réseaux de chaleur. Par exemple, à Narbonne, il y a également une installation comme ça qui est qui a été installée par Newit, c'est un développeur de grands projets.
C'est un peu le renouveau du solaire thermique quand même. C'est peut-être le renouveau du solaire thermique, effectivement, d'aller vers l'agroalimentaire, les réseaux de chaleur, voilà, des applications spécifiques et industrielles. C'est ça. J'allais dire, si on a écouté la table ronde sur le bois énergie ce matin qui disait il faut prioriser le bois et donc toutes les applications chaleur, basse température, il faut faire du solaire thermique. En fait, c'est ça. Vous répondez à cette priorisation des usages de la chaleur là. Oui, et d'utiliser les bonnes technologies aux bonnes utilisations. D'ailleurs, dans le solaire thermique se couple très bien avec la biomasse, hein, avec donc la chaleur bois. Exemple, cette fameuse centrale qui est à Narbonne, qui alimente un réseau de chaleur, est alimentée par une chaudière biomasse qui couvre les besoins de chauffage et de chaude sanitaire en hiver, et qui jusqu'à présent était couverte en gaz pour les besoins d'été, puisqu'il n'y a plus que de l'eau chaude sanitaire. Le besoin étant plus bas, la chaudière biomasse était arrêtée en été. Donc il y a une installation de 3200 m² de capteurs solaires thermiques qui a été réalisée. Et donc aujourd'hui, le gaz est remplacé d'avril à octobre, grosso modo, remplacé par le solaire. Voilà, et en couple qui vient donc en appui de la biomasse qu'il faut utiliser pour des grosses puissances. Oui. Donc on voit vraiment que ça peut être un enjeu réseau de chaleur et agroalimentaire. Vous avez parlé de développement, vous avez monté une nouvelle usine, c'est ça? On a un projet d'usine, tout à fait, donc toujours sur l'agglomération de Montpellier, à Villeneuve-les-Maguelones. Une usine de 9000 m² qui va nous permettre non seulement de réunir nos différents sites, parce que comme on se développe, on est obligé de louer des locaux au fur et à mesure, et surtout d'intégrer des nouvelles étapes de fabrication qu'on n'a pas encore intégrées chez nous jusqu'à présent, donc d'arriver à du presque 100% made in France, et surtout de pouvoir mettre en place cette ligne de fabrication de grands capteurs pour ces applications industrielles bien spécifiques. Vous êtes les seuls en France? Non? Alors pour les grands capteurs, oui, il y a en Europe 3 usines de grands capteurs. En France, il n'y en a pas. Après, on n'est pas les seuls à fabriquer du solaire thermique en France, mais grosso modo, on est 3. Il y a une entreprise du côté de Toulouse et Wiesmann, pour ne pas les citer, qui est en Alsace. Donc des grands capteurs pour l'industrie agroalimentaire. C'est quoi la capacité de l'usine ou l'objectif marché que vous souhaiteriez atteindre? Alors, la capacité de l'usine qu'on prévoit de construire sera de l'ordre de 100 000 m² de capteurs par an sur la partie grand capteur. Beaucoup d'espoir quand même sur le développement du solaire thermique. Ah oui, quand on voit les projets qui sont dans les pipes, comme on dit, que ce soit en France ou en Europe, c'est des centaines et des centaines de milliers de mètres carrés de capteurs à produire et à livrer. Alors ce sont des cycles très longs pour sortir un projet de cette dimension, c'est 5 ans environ. Hein. Pourquoi il y a beaucoup, d'abord c'est des centrales au sol. Alors, donc encore il faut du foncier. Il faut du foncier. Il faut du foncier, c'est des tailles tellement importantes qu'on ne peut pas se permettre on peut pas se contenter de mettre ça sur des toitures industrielles. Oui, tant qu'on peut utiliser des toitures industrielles sur des installations de 1000, 2000, 3000 m², au-delà, c'est vraiment de l'installation au sol. Et donc tout de suite, il y a des impacts sur l'environnement, des études à faire, des enquêtes, etc., des permis de construire un peu particuliers, des montages financiers très particuliers. On parlait effectivement de portage financier et de tiers investisseurs. Alors tous ces métiers-là, nous on les fait pas. Hein. Nous on va se contenter de fabriquer correctement les capteurs solaires. On laisse aux autres le soin de chacun son rôle et chacun son métier. Mais voilà, on connaît ce genre de problématiques et c'est vrai que ce sont des projets très longs à sortir. Et je rebondis sur le fait qu'il y ait besoin de foncier, le fait de faire des plus grands capteurs, oui. Ça minimise le foncier. Est-ce que c'est la raison? Les grands capteurs réduisent les coûts à l'installation, réduisent les coûts de la centrale. Sur des installations avec des grands capteurs, et puis il y a un effet d'échelle qui joue, on va être à un coût d'installation de l'ordre de 400, alors c'est vraiment des grandes lignes, hein, 400 € du mètre carré installé. Sur des installations plus petites, de la petite industrie, on va être à du 800, autour des 800 € le mètre carré, donc on est déjà du simple au double. Chez un particulier, on est plutôt à 1200, 1300, voire 1500 € le mètre carré. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage aussi. On a eu deux porteurs de solutions et un témoignage bien précis sur comment décarboner et montrer qu'il y avait plein de solutions, que c'était possible. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ?
Alors il y a Juliette qui a le micro et qui peut vous apporter le micro. Vous aviez une question? Ouais. Ça a été pour les... Pardon. Quelqu'un qui a levé la main. Oui, 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 elle arrive, je pense. Ah, Juliette, vous n'avez pas de micro? D'accord. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Et j'aurais deux questions, en fait, une assez rapide. D'abord, je m'appelle Shane Rabiscans, je travaille pour un bureau d'études en décarbonation industrielle sur Paris. Et ma première question, c'est la remarque qui a été faite au tout début, où le constat qui a été fait en 30 ans, on a baissé de 45% les émissions de l'industrie en France. C'est une question, c'est un constat qui est absolu ou relatif, dans la mesure où relatif par rapport à la délocalisation massive qu'on a vécue pendant ces 30 ans. Est-ce que ça tient compte de ça ou pas? Et ma deuxième question, elle est un peu liée, c'est si on tient compte de ce mouvement de relocalisation qui est en marche actuellement. Déjà, est-ce que pour vous l'effort est suffisant, justement, pour arriver à cette révolution industrielle dont on a parlé? Et également, où est-ce que ça nous mène si on met en face de cette relocalisation les opérations de base d'efficacité énergétique qu'on peut appliquer? Quel est le constat à l'issue de ce mouvement-là? Est-ce qu'on y voit un peu clair ou est-ce qu'on avance un peu tête baissée et on se dit on fait le maximum? Voilà, merci. Merci beaucoup pour la question. Peut-être Guillaume Bello? Oui, alors sur la première question, dans les 45%, perdu le chiffre. Dans les 45%, il y a une partie liée à la délocalisation, c'est certain. Donc il y a une partie de ces 45% qui est liée à la délocalisation. Mais là, je suis désolé, mais j'ai plus le chiffre en tête. Mais il est clairement établi qu'il n'y a pas du tout que ça. Notamment sur toute la partie chimie. Il y a eu un énorme travail de réaliser. Il y a eu des travaux réalisés dans tous les secteurs. Donc il n'y a pas du tout que ça. Vraiment pas. Sur la deuxième partie qui porte sur comment on intègre les objectifs de réindustrialisation. Alors l'idée c'est évidemment d'implanter de l'industrie propre, donc de l'industrie décarbonée. Pas que, hein, là on parle de décarbonation, mais il n'y a pas que la décarbonation de l'industrie propre. On va implanter de l'industrie décarbonée et nos objectifs de réduction sont des objectifs en valeur absolue. C'est-à-dire que à la fin, on part de. Je vous donne l'objectif. Je vous ai cité l'objectif de moins 45% entre 2015 et 2030. C'est un objectif en valeur absolue, donc on va partir des émissions de 2015 et en 2030, on veut être à moins 45% par rapport à cela, en ayant réindustrialisé. Donc l'idée, c'est bien d'implanter de l'industrie propre. C'est et d'ailleurs, il y a aussi d'autres mécanismes qui vont s'associer à ça, les mécanismes de j'ai oublié le nom, le MACF, le mécanisme des quotas carbone aux frontières de l'Europe. Donc c'est évidemment décarboner sans augmenter l'empreinte carbone à l'étranger, c'est évident. Et donc nos objectifs sont bien des objectifs en valeur absolue, mais qui intègrent la relocalisation. Ça veut dire que, dit autrement, en fait, si on partait de l'industrie à l'état 2015, en fait, c'est plus que 45%, puisqu'on va en rajouter par rapport à ça. Très bien, merci. Ça allait pour la réponse? Allez-y, Sean. Juste un tout petit complément. Les aides, notamment de l'ADEME, sont aussi pour les créations d'usines ou extensions. On a notamment eu un projet récemment, installation d'une nouvelle usine complètement électrifiée, électrification à 100%, et donc on vient aider sur le surcoût par rapport à une usine, la même usine qu'on aurait installée au gaz. Et on vient, voilà, il y a une aide qui vient sur cette partie-là. Très bien. Oui, une question au fond de la salle, Juliette, s'il vous plaît. Oui, je suis venu à Energaia et je suis étonné qu'il n'y ait quand même qu'une entreprise de solaire thermique, pour être moi-même équipé de solaire thermique, et qui produit tout ce qui chauffe à la maison. Et, en drame du solaire thermique. Voilà. Donc c'est vraiment le drame du solaire thermique qui est fabriqué en petite série et donc qui reste à des coûts assez délicats. Et pourtant, c'est quasiment 70% des besoins d'une maison, le thermique. Donc ça fait de la décarbonation. Hein? Tout à fait. Je crois que l'eau chaude, c'est 50% des consommations d'une maison.
Non, pas l'eau chaude, mais entre l'eau chaude et le chauffage, oui, on dépasse les 50%. Oui, c'est de l'ordre de 70%, c'est ce que vient de dire monsieur. Pourquoi on se retrouve aussi peu nombreux en France à rester dans l'industrie du solaire thermique? C'est que on est passé au fil des ans par des crises plus ou moins prononcées, et puis l'arrivée du photovoltaïque a tout perturbé. Les installateurs qui étaient auparavant plutôt sur des installations de solaire thermique, quand est arrivé en 2006, de 2006 à 2010 le photovoltaïque, il y a eu des effets d'aubaine, il y a eu des marges importantes, il y a eu de n'importe quoi de fait à ce moment-là. Ceux qui l'ont vécu, on ne va pas revenir là-dessus. Et derrière, effectivement, tout le monde s'est cassé la figure, y compris ceux qui étaient restés sur le solaire thermique. Ça a compliqué les choses. Aujourd'hui, ça reste dans l'individuel, ça reste assez compliqué. On est obligé d'utiliser, on passe par l'utilisation de MaPrimeRénov' pour que les clients puissent s'équiper. Ce sont des dossiers qui sont compliqués à monter, qui sont longs. Au bout du compte, on n'est même pas sûr de toucher la prime qui était prévue. L'an prochain, ça va se compliquer encore plus. Bon, malheureusement, voilà. Alors, et c'est vrai que nous on voit bien que la tendance va être le photovoltaïque grignote de plus en plus les applications dans le résidentiel, y compris pour l'eau chaude. Ça fait bondir les techniciens parce que c'est une aberration, mais c'est un fait. Il faut dire qu'aujourd'hui, un panneau photovoltaïque qui sort de Chine, plutôt des stocks européens, chinois de toute façon, à 12 ou 13 centimes le watt-crête, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec, y compris de l'eau chaude. Et donc, dans l'individuel, ça risque de diminuer encore. Et voilà. D'où les orientations vers les applications industrielles. Pour relativiser juste un tout petit peu, hier je discutais avec une personne d'Enerplan, donc la filière solaire thermique, qui me disait qu'il y avait peut-être un soubresaut avec le couplage avec les pompes à chaleur. Arriver à monter la température de l'eau pour que la PAC soit plus efficiente. Bon, à voir ce que ça donnera les futures années. Vous vouliez ajouter Oui, juste un petit complément d'information. C'est vrai que ce point de vue sur la chaleur, il est marquant. Et pour nous, Ecotech-Ceram, qui travaillons sur la récupération de chaleur fatale, on se rend compte qu'en fait, on parle très peu de la chaleur, d'une manière générale. Alors que quand on regarde nos besoins dans la consommation finale d'énergie, la chaleur, ça représente 50%. Et l'électricité, elle est loin en dessous. Donc effectivement, on parle énormément de l'électricité. C'est vrai que c'est un sujet, l'électricité, parce que la régulation du réseau, c'est extrêmement complexe. Mais pas pour autant qu'il faut oublier la chaleur. Je partage tout à fait. Merci pour cette question. Oui. Oui, j'avais une question concernant le solaire thermique, pour savoir si en termes d'efficacité, vous avez fait des comparatifs avec l'électrification des process, notamment pour des pompes à chaleur, tout simplement pour produire de la chaleur avec de l'électrification, plutôt que de passer par du solaire thermique. C'est ce qu'on disait par rapport au rendement, je pense. Oui, alors, monsieur ne parle pas forcément de photovoltaïque, c'est simplement d'alimenter une pompe à chaleur qui est capable de produire de l'eau chaude sanitaire. C'est un ballon thermodynamique aujourd'hui, là aussi, dans le résidentiel, quand on compare le coût d'un chauffe-eau solaire et le coût d'un thermodynamique et ce que ça va pouvoir produire sur une année, le bilan complet, ça se tient. Honnêtement, ça se tient. Économiquement, pour l'utilisateur, il n'y a pas le chauffe-eau solaire ne supplante pas le thermodynamique. Après, il y a une question dans le temps. L'électricité va coûter de toute façon de plus en plus cher. Le solaire, lui, n'augmente pas. Voilà, donc on verra ce que ça donne dans le temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le thermodynamique, pour l'eau chaude sanitaire, il faut regarder. Est-ce qu'il y a des questions des étudiants, des industriels? Oui, Juliette, là-bas, pardon. Oui, est-ce que vous m'entendez? En tant qu'entreprise pour Terreal qui s'est bien engagée dans sa décarbonation, est-ce que vous avez des conseils, des écueils à éviter, des bonnes opportunités ou des pièges peut-être que vous avez subis et pour lesquels vous voudriez faire des retours d'expérience pour que d'autres entreprises puissent avancer aussi bien que vous? Je crois que l'important, c'est la montée en compétence des équipes. Donc il faut tout le temps former, recruter des jeunes, il y a beaucoup d'étudiants, et dépasser les murs de la technique. Il faut impliquer de plus en plus d'acteurs au sein de l'entreprise.
les achats, puisqu'on achète maintenant de l'énergie. Il faut impliquer le juridique, parce qu'on fait des contrats de plus en plus compliqués pour monter ces projets. Il faut impliquer le marketing, le commerce, pour que nos clients soient également partie prenante de la décarbonation. Maintenant, on parle d'allègement de nos produits. Ce sont des nouveaux produits qu'il va falloir que l'on développe. Et il faut qu'il y ait une acceptation pour aller vers des choses de plus en plus efficaces. Donc, la décarbonation, elle devient un projet d'entreprise. Et elle doit devenir un projet d'entreprise chez tout le monde. Merci, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, monsieur. Juste, je voulais rajouter une réflexion sur l'énergie grise entre utilisée pour faire du solaire thermique et pour faire une pompe à chaleur ou thermodynamique, mais l'échelle est complètement disproportionnée. Pour avoir les deux à la maison et même d'autres process, la simplicité du solaire thermique, c'est ahurissant au niveau économie, au niveau énergie grise. Et ça, j'en entends pas beaucoup parler. C'est des low-tech. C'est des low-tech. Oui, qui existe depuis des dizaines d'années, bien avant le photovoltaïque d'ailleurs, et avant la thermodynamique, et qui effectivement a largement fait ses preuves. Voilà, alors c'est vrai qu'après, si on rentre dans le bilan carbone de chaque composant, chaque produit, oui, là clairement. Voilà. Et le thermodynamique, bon, dans le temps, c'est des compresseurs, c'est des pièces en mouvement, c'est plus de maintenance que le solaire thermique, qui est beaucoup plus simple. Et le plus simple de toutes les applications, d'ailleurs, c'est le solaire thermique en thermosiphon. Alors, c'est ce qu'on installe beaucoup à l'outre-mer. On n'en installe pas beaucoup en France métropolitaine, notamment parce que le ballon est à l'extérieur et en hiver, bon, ça peut poser un problème. Mais il y a surtout un problème d'habitude et d'acceptation en termes d'esthétique. Quand on est en Grèce ou dans le sud de l'Espagne, on voit des thermosiphons partout. Ça marche tout seul, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de régulateur, il n'y a pas d'électricité. C'est formidable, il n'y a pas d'entretien. Ici, peut-être que c'est moins bien accepté. Mais bon, voilà. Et juste une question par rapport à ça, vos grands capteurs, ils reprennent la technologie simple d'un capteur classique? Ah, le capteur lui-même, oui. Après, effectivement, là, par contre, on est obligé d'avoir des pompes et des circulateurs. On est dans des zones avec un risque de gel, donc on utilise de l'antigel dans les circuits primaires. Mais technologiquement, c'est vraiment, ça reste les mêmes bases. De toute façon, on est arrivé quasiment au maximum de ce qu'on peut faire en termes de rendement. Et quand on parle de 80%, de l'ordre de 80% de rendement par rapport à l'énergie solaire captée au niveau du capteur, qui est restituée vers le circuit primaire, on peut difficilement aller au-delà. Une dernière question? Allez, allez-y. Oui, une deuxième question du coup, plutôt pour les adresser aux industriels. Vous avez parlé justement tout à l'heure d'un TRI qui est passé de 3 à 5 pour ce genre de projet. Moi, c'est un des principaux freins que je rencontre en tant que chef de projet ou bureau d'études quand je dois convaincre mon client industriel. Quel a été le point de bascule pour vous dire ok, on va arrêter de prendre que des projets à un TRI inférieur à 3 ans, on passe sur 5 ans. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que c'était juste une question de conviction en interne? Voilà. Bernard Puc, votre déclic? Oui, je pense que le déclic, c'est également le marché. Il faut bien voir que nos produits, ils ont une empreinte carbone. Donc les briques, les tuiles, elles ont une empreinte carbone au mètre carré d'unité d'ouvrage. Et il faut qu'on soit compétitif par rapport à d'autres produits concurrents, par rapport à nos concurrents eux-mêmes. Il faut également que notre empreinte carbone sur nos produits diminue. Donc je crois que ça a été notre déclic de dire, si on veut être présent dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il faut qu'on mette en œuvre cette feuille de route, qu'on décarbone nos fabrications, qu'on décarbone nos Scope 3 également pour être les meilleurs. Donc si j'ai bien compris, c'est vos clients qui vous ont poussé, qui ont dit on veut des produits bas carbone. Alors, ils ne nous ont pas poussé, mais on a anticipé le fait qu'ils allaient nous pousser. Et en plus, je dirais, le gouvernement a pris soin de faire évoluer les réglementations thermiques de l'habitat, la RT 2020 par exemple, et nous donne des contraintes pour les bureaux d'études qui conçoivent des maisons par exemple, qui mettent les produits en compétition, les solutions de construction en compétition, et c'est pour rester dans le jeu qu'il faut que l'on soit bon. Très bien. Guillaume Bello. Je voulais juste réagir là-dessus et appuyer ce que vous disiez, Bernard.
au-delà de ce sujet sur l'habitat, c'est un sujet très général. Ça, demain, ça commence déjà aujourd'hui, mais les politiques RSE des entreprises, elles vont vraiment tendre à ça, elles vont tendre à fond là-dessus. Demain, un sous-traitant, un prestataire de rang 3, 4, qui va travailler pour un grand groupe qui a une forte politique RSE, s'il n'est pas décarboné, il ne travaillera plus. Donc si vous n'y allez pas pour le climat, allez-y pour votre portefeuille. Vraiment. Le climat est évidemment une raison essentielle, mais je parlais de compétitivité prix, il n'y a pas que la compétitivité prix, il y a la compétitivité, je ne sais pas comment dire, la compétitivité produit, la compétitivité entreprise, la compétitivité marque. C'est fondamental ça. Le portefeuille c'est un intrant essentiel, mais il ne faut pas voir la chose que à court terme. Moi je dis demain, une entreprise qui n'est pas décarbonée aura du mal à trouver des marchés. Et donc, mon message, c'est on a aujourd'hui des aides importantes. Je pense qu'il faut s'en saisir le plus possible pour se décarboner le plus vite possible. Merci. Guillaume ? On peut répondre aussi. En fait, nous, on l'a vécu vraiment cette situation où, quand on a commencé côté Xeram, 2019, on commence la commercialisation et les acteurs qu'on avait en face de nous nous disaient c'est sympa ton truc, mais si ça a plus de 18 mois de temps de retour, ça m'intéresse pas. Non, 18 mois de temps de retour. On n'est même pas à 3 ans, 18 mois. Oui, c'est ça. Ça a déjà été fait, en fait, ces projets, heureusement, non, ça a déjà été fait. Donc la plupart du temps, c'est des projets complexes. En plus, à ce moment-là, l'énergie, c'était pas du tout le même prix que l'an dernier. Donc c'était complètement inenvisageable. Donc à force d'entendre ça, on a regardé ailleurs ce qui se faisait. Et c'est pour ça qu'on a travaillé et qu'on s'est doté, côté Xeram, lors de notre levée de fonds, d'un organe qui permet de faire du tiers-financement, pour aussi... Alors, les faire raisonner d'une autre manière. Si il y a des temps de retour de 18 mois, 3 ans, même limite 5 ans, c'est beaucoup trop long pour vous, il y a d'autres solutions. Il y a des gens pour qui c'est pas du tout gênant. Les gens qui financent des énergies renouvelables, ils sont sur des temps de retour qui sont beaucoup plus longs. Donc reprenons ce système qui a déjà été éprouvé, ce système de société de projet, et adaptons-le au contexte industriel. Pour permettre à des projets qui sont rentables en soi, qui sont entre 5 et 10 ans de temps de retour sur investissement, des projets de récupération, on l'a dit, ça va être de plus en plus complexe. Ça a été facilité parce que les prix de l'énergie là dernièrement étaient plus élevés, mais comme on l'a dit, ça fait le yo-yo, donc c'est pas stable. Et donc avoir aussi un projet de valorisation de chaleur fatale, c'est aussi une source d'énergie qui est stable, avec un prix qui ne va pas durer. Donc arrêtez de réfléchir uniquement CAPEX, même si c'était 18 mois au début et on entend effectivement régulièrement maintenant des 4 ans, 5 ans qui sont acceptables. Voilà, on peut réfléchir OPEX et avec d'autres formulations, quoi. Eh bien parfait, je retiendrai ça. On peut réfléchir autrement en tout cas. Il y a des systèmes qui sont déjà éprouvés, qui fonctionnent, et il y en a d'autres, je pense, encore à inventer, que ce soit technique ou financier. Et puis je retiens aussi monter en compétence de tous les acteurs de la société, enfin entreprise, et puis en même temps porteurs de solutions. Donc voilà, merci beaucoup à tous les 5, pardon. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci à vous. Merci beaucoup à tous et bonne fin de salon.